spectacle de magie pour la Saint-Valentin, c'était une super bonne idée, c'est original. Et David Jonc, qui est notre invité. Salut David. Salut, David. Bonjour, bonjour. Merci de me recevoir. Ça fait tellement chaud au cœur de vous voir tous les deux ce matin. Merci de m'inviter. On a été bouleversés une fois quand on est allé voir un spectacle et je me suis dit que c'est impossible qu'un oboïste, un musicien classique ait autant de talent et de facilité à faire de la magie. J'étais absolument à terre. Et là, on reprend la chose pour la soirée de la Saint-Valentin, quoi. Le 18 Oui, février, ouais. c'est la troisième année que je propose un spectacle pour la Saint-Valentin. Cette année, le concept évolue à chaque année. Aujourd'hui, cette semaine, la semaine prochaine, ça va être un spectacle avec un collègue, un ami, Sébastien Crête. Donc, ça prend de l'ampleur à chaque année. L'année dernière, vous étiez venu voir le spectacle. D'ailleurs, si mon souvenir est bon, Winston, j'avais fait un petit tour avec toi. Un Et petit moi peu aussi. humilié, mais c'était Et correct. toi aussi. Pardon? Si on était des cobayes. J'étais un petit peu humilié, mais c'est très correct. Mais c'était de bonne guerre. Absolument. Et puis, l'année d'avant, j'avais aussi fait un spectacle virtuel parce qu'évidemment, on était dans les périodes de confinement, COVID, tout ça. Fait que ça avait été une édition virtuelle. Mais donc, c'est la troisième année que je propose un spectacle pour la Saint-Valentin, effectivement. Mais justement, David, tu as développé ce talent durant la période de COVID. Oui, c'est ça. Ça faisait longtemps que je faisais de la magie de façon amateur avant la COVID. Mais c'est la COVID qui m'a permis de canaliser mes énergies parce qu'évidemment, on s'en rappelle, là, c'est une période qui a été assez difficile pour la musique. Les périodes de confinement, évidemment, du jour au lendemain, plus aucun contrat musical. Donc, plus vraiment de raison de pratiquer ça non plus. Ce qui fait en sorte que j'utilisais mon temps à faire autre chose, à pratiquer de la magie, à pratiquer des tours, comment je pourrais dire ça, absorber des méthodes, à consommer beaucoup de magie. Ce qui, à l'époque, n'était pas nécessairement efficace pour ce que je faisais, mais qui est devenu utile pour la suite, notamment pour le spectacle du 18 février où j'ai inventé des tours. En fait, on invente des tours à chaque spectacle. Il y en a qui sont de moi, il y en a qui sont de d'autres, on emprunte, bref. Et puis, donc, certaines méthodes que j'ai vues à un moment donné sur un tutoriel de quelque chose, puis là, des années plus tard, où j'essaie d'inventer un tour de magie, il me semble que j'aurais besoin de tel ou tel effet. Puis là, subitement, ah, je me souviens, j'avais vu telle chose. Fait que là, on va fouiller un petit peu. Ah oui, c'était ça. Puis là, finalement, ça nous sert à autre chose, à une autre sauce. Donc oui, ça a été une période extrêmement importante pour moi, la COVID, et de ce qui est sorti de ça aujourd'hui, qui est la raison pour laquelle on se parle. Bon, il y a une multitude de types de magie, de Oui. la prestidigitation, de la magie blanche, de la magie colorée. Enfin, qu'est-ce qui, toi, est venu te chercher là-dedans et comment tu t'identifies par rapport à ça? C'est quoi ton identité de magicien? Oui, ça, c'est tellement une bonne question. Il y a une expression en anglais qui dit, attendez, je veux juste essayer de la citer comme il faut. Jack of all trades, master of none. Donc, à essayer d'en faire trop, on devient spécialiste dans rien. Et pour répondre à la question, donc, il y a des grands types de magie, notamment ce qu'on appelle dans le jargon les illusionnistes, là, qui font des grandes illusions de scène comme David Copperfield. Évidemment, moi, ce n'est pas du tout ça que je fais. Il y a une branche de la magie qui s'appelle la micro-magie. Donc, vraiment la micro, les petits détails dans les mains des spectateurs. Et moi, je fais partie de cette branche-là qui s'appelle les micro-magiciens. On pourrait aussi dire qu'il y a une autre branche qui s'appelle les mentalistes, qui donne l'impression aux gens d'avoir des pouvoirs psychiques ou de lire les médiums, tout ça. Bon.
comment je pourrais dire ça? Je suis plus je suis plus un micro-magicien qu'autre chose, mais ça ne veut pas dire que je ne touche pas un peu à d'autres choses, à gauche, à droite. Parce que, ultimement, le but du magicien, c'est de divertir son public, divertir son auditoire, ce qui fait en sorte que si on reste toujours dans le même style, ça peut éventuellement devenir un peu ennuyeux. Donc, si on essaie d'ouvrir juste un petit peu les horizons, ça permet d'avoir une espèce de vent de fraîcheur quand on fait de la performance. Puis comme je le disais, le but ultime, c'est de divertir les gens. Si on fait un parallèle avec la musique, j'adore Bach. J'adore Bach, c'est mon plus grand compositeur favori, j'adore Bach. Ça ne veut pas dire que j'écouterai l'intégrale des cantates de Bach de A à Z. C'est trop. Ça prend un petit peu plus de variété. Alors, ben c'est là où est-ce que justement les différents types de magie en viennent à se côtoyer puis à se chevaucher. On peut utiliser même un petit peu de ci, un petit peu de ça pour faire un nouveau tour de magie. Et ça donne un vent de fraîcheur. Ça rend les choses plus intéressantes. Le spectacle dure combien de temps? Ma partie à moi devrait durer à peu près 1 heure. Mais la nouveauté de l'année, c'est que j'ai un autre magicien qui va ouvrir le spectacle, Sébastien Crête. Donc, le concept, c'est que l'année dernière, j'avais fait 1 heure de magie en première partie, une petite pause, puis après ça, 1 heure de magie en deuxième partie où j'étais dans la foule. Maintenant, cette année, je me suis dit que cette formule-là était beaucoup trop intense pour moi. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, là, il y avait des amis du secondaire qui étaient venus voir ce spectacle-là, qui sont restés après, puis j'ai fait de la magie encore une autre heure, une fois que tout le monde était parti. J'ai fait 3 heures de performance. J'avais un concert dans l'après-midi, puis une générale le matin. Ça a été une journée très intense. Cette année, donc, je me suis dit, je vais me calmer un petit peu, je vais focusser toute mon attention sur 1 heure de magie à moi et je vais demander à un autre magicien de venir faire une première partie pour moi. Donc, Sébastien Crête va venir assurer la première partie. Il devrait faire environ 35-40 minutes, une pause de 20 minutes et moi une autre heure. Donc, au total, ça devrait durer à peu près 2 heures. Tu as intitulé ton spectacle Rouge, un spectacle haut en couleur. Pourquoi ce titre, David? Ça prend une thématique pour faire un spectacle de magie ou n'importe quel type de prestation. Et l'année dernière, le concept était la synchronicité, où là, j'essayais de tester les synchronicités entre les personnes, entre des spectateurs, entre moi et le public, entre Winston et le reste des spectateurs. Et cette année, donc, je me suis dit que le concept serait intéressant si c'était sur les couleurs. Parce que l'année dernière, j'avais un spectacle qui était basé, comment je pourrais dire ça, qui devenait de plus en plus mentaliste. Au fur et à mesure que le spectacle avançait, ça devenait de plus en plus intellectuel. Cette année, je voulais garder les choses très visuelles. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas, comme je le disais tantôt, chercher un peu dans le mentalisme ou dans les grandes illusions, bon, bref. Mais je voulais quelque chose qui va être intrinsèquement intéressant pour les yeux. Et j'ai décidé de faire des tours autour des couleurs, mais en gardant les accessoires variés pour garder justement ce vent de fraîcheur. Donc, évidemment des cartes, mais des foulards, des cordes de différentes couleurs, des nuanciers. Vous savez, les espèces de petites palettes qu'on trouve à la quincaillerie là, pour choisir quelle peinture on veut. Il va y avoir de ça, il va y avoir des pièces de monnaie, il va y avoir beaucoup de surprises. Et humour, parce que tu utilises beaucoup l'humour. Oui, dans toutes les performances, ben, ça revient un petit peu à ce que je disais tantôt. Ce qui est important dans la magie, comme dans beaucoup d'autres arts, c'est de divertir. Et l'humour fait partie de ces outils que le magicien a pour réussir à divertir les gens. Le focus doit quand même rester la magie, mais ultimement, on essaie de divertir les gens. Puis il y a une espèce de courbe aussi similaire dans la magie et dans l'humour. C'est-à-dire qu'il y a toujours une ascension de la tension. Et quand cette tension-là se relâche, c'est là que le rire arrive. Puis s'il y a des humoristes qui nous écoutent, ils vont voir aussi que la blague monte, il y a une tension, puis après ça, il y a la tombée, puis le rire sort. Mais comme c'est la même courbe avec un tour de magie, ça fait en sorte que l'humour est tellement facilement imbricable
que c'est difficile pour moi de faire la distinction entre les deux. Donc, l'un va avec l'autre. C'est la proximité aussi qui est intéressante. Vraiment, vraiment. Ce qui est intéressant avec le type de magie que je fais, c'est justement que cette possibilité-là, il y a cette possibilité-là d'être dans les mains du spectateur. Parce qu'évidemment, là, comme ça, sur Internet, sur Zoom, ça devient difficile de faire un tour dans vos mains, quoique ça reste possible. Mais il n'y a pas vraiment de façon de pallier à l'impossibilité en personne. C'est-à-dire que via un écran d'ordinateur, on est tellement habitué de voir des choses qui ne se peuvent pas sur nos écrans que notre cerveau, même si on conscientise qu'il n'y a pas de trucage de caméra quand je fais un tour comme ça, notre cerveau conscientise pas nécessairement toute l'impossibilité, étant donné qu'on est tellement habitué de voir des impossibilités à la caméra ou à l'écran. En personne, par contre, c'est vraiment autre chose. Et c'est un message que je fais souvent, en fait, au début des spectacles, qui est, si vous voulez prendre des photos, des vidéos, c'est correct. C'est pas idéal, par contre, parce que ça vous enlève la possibilité de profiter de l'instant présent, de profiter de vos yeux qui regardent la scène puis qui voient une impossibilité. Le cerveau, là, il y a quelque chose qui se passe qui rend les choses vraiment plus intéressantes. Alors que si on est en train de filmer, bien, on n'est pas focusé 100% sur ce qui est en train de se passer sur la scène. Puis après ça, quand on revient à la maison, on regarde la vidéo, puis c'est beaucoup moins impressionnant parce qu'on est habitué à voir des choses impossibles sur notre petit écran. Donc oui, en personne, beaucoup mieux. Alors, David John, je vais en terminant te demander d'inviter tout le monde qui peut entendre, voir, écouter ce que l'on est en train de se raconter, aller faire un tour à ton spectacle qui a lieu dans quelques jours à peine. 18 février 2024 à 19h30 à l'espace La Risée, 1258 Bélanger, au coin de Normanville. Il reste encore quelques billets à vendre, peu. Donc, si vous êtes intéressé, dirigez-vous vers mon site web le plus rapidement possible. Au moment d'enregistrer cette vidéo, il reste 15% des billets à vendre encore. J'ai vendu 85% de ma salle. Donc, mon site internet, djmagicien.com. Il y a un petit onglet en haut à droite, spectacle en salle. Cliquez là-dessus, suivez le lien et ça va vous mener à la bonne place. Et c'est une merveilleuse idée de cadeau pour la Saint-Valentin. Exactement. Merci Et beaucoup, voilà. David. Merci à vous.